Eh bien, ça fait 2 mois que j'utilise le EOS R de Canon. C'est un appareil qui me plaît énormément. Je vais donc faire un bref retour sur mon expérience jusqu'à maintenant avec le EOS R. Vous portez à votre attention 2 situations qui me préoccupent un tout petit peu ou qui m'ont préoccupé, mais surtout, je veux partager avec vous 6 astuces, 6 conseils peut-être à ce moment-là pour pouvoir mieux tirer profit du EOS R. On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part si vous envisagez l'achat d'un EOS R en profitant, si vous voulez, des prix qui vont diminuer ou qui ont déjà diminué, ou encore si vous regardez le tout davantage en fonction du fameux R5. J'ai bien hâte de vous lire. C'est certain que lorsqu'on a un nouveau boîtier et qu'on va faire des assignations, on a une petite préoccupation. Est-ce qu'on va être capable de trouver nos points de repère assez rapidement? Est-ce que celui-ci va être tout à fait aussi performant que ce à quoi on est habitué? Bon, bref, ça a été ça. Je dois vous dire que lors de la première assignation que j'ai eue et j'avais le EOS R, je dois vous dire que mon fidèle 5D Mark III n'était pas très loin à côté de moi. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec le 5D Mark III parce que pour être certain que je captais des photos puis que effectivement je mettais des choses en boîte. Mais quand j'ai basculé avec le EOS R, et c'était surtout dans une situation de basse lumière, oh! Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant? Honnêtement, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. C'est tellement plus facile de travailler. Je dois vous dire que je suis extrêmement surpris, mais agréablement surpris d'ailleurs. Alors, un bref retour par rapport, évidemment, j'ai une appréciation générale qui est très satisfaite, si vous voulez, du EOS R. Par contre, je partage avec vous 2 anecdotes qui m'ont un peu désarçonné, je vous dirais. Et ça, je le partage avec vous si jamais ça vous survient également. Pour la première situation, je vous résume ça rapidement. On est capable d'utiliser les piles qu'on avait pour le 5D Mark III, je vous dirais, les fameux E6, si vous voulez. On est capable d'utiliser celle-ci pour le Canon EOS R. Sauf qu'au niveau du Canon EOS R, ce qu'on retrouve habituellement, c'est plus les E6N. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, une plus grande capacité, semble-t-il, et probablement que c'est effectivement le cas au niveau de la E6N, si vous voulez. Par contre, évidemment, celles que j'ai et que j'ai colportées avec mon 5D Mark III ont un certain âge. Heureusement, la situation m'est survenue quand j'étais au niveau de la photo de rue, mais à un moment donné, l'appareil, le boîtier a eu un comportement complètement erratique. J'avais beau jouer avec mes réglages, des trucs du genre, il ne refermait pas le capteur rapidement, si vous voulez, aussi rapidement que la vitesse d'exposition que je demandais. Je l'entendais bien à l'oreille, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. À ce moment-là, les photos ont été complètement surexposées, si vous voulez. C'est survenu à 5 ou 6 reprises. Je n'ai pas perdu 40 photos. Là. Au bout de 5 ou 6 photos, je voyais bien que ça ne fonctionnait pas du tout. Et finalement aussi, à un moment donné, j'ai eu le code d'erreur de la mort. Alors, vous connaissez ces codes d'erreur-là, les E quelque chose, où est-ce que les chiffres apparaissent. Et puis là, évidemment, on n'a pas notre manuel avec nous, donc c'est pas facile tout de suite de savoir quelle était la nature de ce code d'erreur-là, si vous voulez. J'ai vérifié et il s'avérait que soit que c'était la faute au niveau des contacts, alors dans ce temps-là, évidemment, on joue avec notre objectif et on le referme, on ouvre et on referme pour s'assurer que les contacts sont bien faits, mais un peu plus loin, au niveau du code d'erreur, on est en mesure de lire que c'est peut-être lié à la batterie, si vous voulez. Alors, manifestement, ici, puisque mes batteries au niveau des E6 ont un certain âge, c'est-à-dire qu'elles sont de 2012 ou de 2013. Et comment le sait-on? Bien, vous êtes capable d'aller voir ce qui est gravé, si vous voulez, au niveau sur l'aluminium, juste ici. Et ce sont toutes des piles originales Canon, soit dit en passant, que j'avais. Donc, vous êtes capable de voir celles qui ont de quelle date à quelle date elles ont été produites. Alors, manifestement, dans les 3 qui sont là, un peu plus ancestrales, je vous dirais, il y en a une qui cause problème. Et je vais tenter de la retracer parce que
manifestement, l'appareil ici ne l'a pas émis. Alors, si ça vous survient, si vous voulez, au niveau de ce code-là, et d'avoir le comportement erratique que je viens de vous décrire, le problème est peut-être lié à une pile et manifestement, là, le mariage n'est pas très heureux avec le EOS R. La deuxième situation qui est survenue, et ça c'était en assignation, et ça a été un peu moins intéressant si vous voulez, c'est que j'ai évidemment un objectif ici qui est quand même pas si vieux que ça, c'est le 600X, donc je vous dirais, c'est pas la dernière version, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop ancestral, je vous dirais. Et ça a pris un petit bout de temps avant que l'appareil reconnaisse, si vous voulez, que cet objet, ce flash-ci était tout à fait compatible avec lui. Alors, il y a eu un moment, un laps de temps, initialement, il disait non, je ne suis pas en mesure de reconnaître le flash, et si vous voulez, à un moment donné, le mariage s'est fait, et c'est survenu peut-être une autre fois, j'ai juste attendu un tout petit peu et à un moment donné, ça s'est ajusté, si vous voulez, et là, ça s'est reconnu, si vous voulez. Mais j'ai un petit souci ici quant à vous savez ce que c'est, une fois qu'on a un peu un petit incident comme ça, ben on reste un peu dubitatif ou un peu perplexe. Alors ici, c'est un peu de vigilance, si vous voulez. Évidemment, tout ça fonctionne dorénavant très bien. Je le mets là et puis pas de souci. Mais je vous dirais qu'initialement, ça a pris du temps avant que les deux puissent se reconnaître. Outre cela, ben, il n'y a pas eu d'autres situations et le tout fonctionne correctement. Mon premier conseil, que vous fassiez l'acquisition d'un EOS R neuf ou encore au niveau de l'usager, je vous dirais qu'impérativement, assurez-vous d'avoir la toute dernière version du micro-logiciel ou du firmware. C'est impératif dans le cas du EOS R. Vous savez, la dernière version que j'ai pu vérifier en date de l'enregistrement, on est rendu à la version 1.6. Mais je vous dirais que la version 1.4 du firmware, en fait du micro-logiciel, a été déterminante au niveau du EOS R. Ça lui a donné une deuxième vie, ça lui a apporté énormément de nouvelles fonctions en fait qu'on recherchait, l'enregistrement vidéo à 24 images secondes par exemple, mais plus particulièrement la mise au point qui est devenue extrêmement réactive, formidable, qui a retrouvé, si vous voulez, les standards de Canon auxquels on était habitué. Alors, impérativement, si vous voulez, tout de suite, quand vous aurez le EOS R entre les mains, allez regarder pour voir si celui-ci est doté de la dernière version. Sinon, allez-y, télécharger et installer, c'est impératif. Et ça nous rappelle au bout du compte que chaque appareil Canon, c'est un peu comme un immense gâteau au chocolat. C'est ainsi que le vendeur me le décrivait à un moment donné. C'est comme un immense gâteau au chocolat, mais selon le prix qu'on paie, sur le modèle qu'on a, ben Canon vient déterminer que cet appareil-là aura la moitié du gâteau, le quart du gâteau, le trois quarts du gâteau, le 7/8e du gâteau. Alors, vous voyez strictement avec le déverrouillage des possibilités qu'on a grâce au micro-logiciel, ben c'est ainsi qu'on est capable et que la compagnie est en mesure d'augmenter notre part du gâteau. Dans les appareils sans miroir, mirrorless ou hybrides, qu'importe la façon qu'on les appelle, si vous voulez, il y a énormément d'électronique, si vous voulez. Et évidemment, ça amène, évidemment, pour qu'ils deviennent plus compacts, il y a certains éléments mécaniques qui ont rapetissé, qui ont diminué, voire même qui ont un peu disparu, si vous voulez. Alors, c'est certain qu'il y a un élément dont je m'ennuie énormément qu'on avait sur le 5D Mark III, c'était évidemment un écran dans le haut ici extrêmement lisible, très lumineux, qui me permettait en tous les cas pour moi, de pouvoir faire mes ajustements au préalable dans ma routine avant de commencer à prendre mes photos, si vous voulez. Dans le EOS R, c'est extrêmement réduit, minuscule et d'une luminosité inexistante, si vous voulez. Mais en plein jour, en pleine lumière, même si on pèse sur l'ampoule ici pour que ça devienne lumineux, ça ne fonctionne pas. Alors, mon conseil numéro 2, si vous voulez, qui me convient, peut-être ça ne vous conviendra pas du tout, c'est que j'ai configuré l'un des pavés, si vous voulez, en arrière, si vous voulez. Dans le cas ici, j'ai pris celui du bas, si vous voulez, pour faire apparaître tout de suite ce menu contextuel-là à l'écran ou, évidemment, dans le viseur électronique, et je suis donc en mesure de retrouver une belle lisibilité, quelque chose qui me permet donc de faire, si vous voulez, faire mes réglages initiaux. Alors, je contourne donc cette difficulté-là ou cette absence-là d'un bon écran lumineux dans le haut par le fait de pouvoir projeter celui-là grâce à un raccourci que j'ai été en mesure, évidemment, d'appliquer, si vous voulez, là-dessus. Et là-dessus, au niveau des raccourcis, des boutons paramétrisables, tout est
possibles. Alors, le champ des possibles est énorme avec le EOS R. Le troisième conseil que j'ai pour vous porte sur une fonction qui est extraordinaire dans le EOS R, c'est donc le fait de pouvoir prendre des photos en mode silencieux. Silencieux, vous dites, c'est le silence total, on est dans le désert, on n'entend absolument rien. Par contre, vous voulez absolument débrayer et enlever le fait que la photo apparaisse après la prise de vue, parce que c'est très silencieux, vous êtes en train de travailler, mais là, vous prenez votre photo et tout d'un coup, celle-ci apparaît et va rester là le montant de temps que vous avez indiqué dans votre appareil, donc 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, et vous ne pouvez plus prendre du tout d'autres photos le temps que ça apparaisse là-dessus. Alors forcément, vous voulez complètement débrayer ça, enlever ça, et aussi, il faut savoir qu'on est capable de faire de la rafale à assez haute vitesse, je vous dirais même en mode silencieux. Bon, bref, c'est tellement configurable, si vous voulez, que je pense que ça vaut vraiment la peine à ce moment-là d'aller dans ce qu'on appelle les modes de prise de vue personnalisés. Créez-vous un contexte, créez-vous un mode de vue personnalisé pour cette situation-là, si vous avez à l'appliquer fréquemment, si vous êtes souvent en assignation corporative, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de se créer un profil, si vous voulez, ou un mode personnalisé de prise de vue sur le mode, au niveau de la photo silencieuse, pour que vous puissiez mettre ça vraiment à votre main. Et incidemment, il y a plein d'autres possibilités. Vous avez jusqu'à 3 autres modes jusqu'à 2 autres modes à ce moment-là, vous êtes capable de pouvoir configurer pour cerner certaines situations qui reviennent fréquemment dans votre travail. Profitez-en. Il faut aussi dire que autant vous avez 3 modes de mise au point personnalisés que vous êtes capable d'utiliser au niveau de la photo, vous avez également 3 modes personnalisés que vous êtes en mesure de configurer au niveau du tournage vidéo. Et évidemment, j'en profite d'un de ces modes-là pour le tournage que je fais pour ma chaîne YouTube, ici, à l'intérieur de mon petit studio, si vous voulez. Alors, j'ai mon profil qui est déjà là, qui est déjà configuré avec les paramètres. Et voilà donc, à ce moment-là, qui m'est donc extrêmement utile. Donc, profitez beaucoup à ce moment-là des possibilités qui vous sont offertes avec ces 3 modes personnalisés, le côté photo, ou encore les 3 autres du côté de la vidéo. 2 éléments qui sont tout à fait novateurs au niveau du EOS R et que vous allez fort probablement retrouver dans le R5 et toutes les autres itérations qu'on va retrouver dorénavant, si vous voulez, chez Canon. La première chose qui est vraiment extraordinaire puis qu'on ne retrouve pas du tout du côté du Canon M, cette génération-là, au niveau du sans miroir ou de l'hybride, si vous voulez, c'est le fait que lorsque l'appareil est fermé, bien, si je l'ouvre ici, bien, c'est la première fois qu'on retrouve, si vous voulez, quelque chose où on ne voit pas le senseur. Il y a comme une espèce de rideau qui vient se déployer pour protéger le senseur lorsque l'appareil il est fermé. C'est la première fois que ça survient, bien entendu. J'en suis pas ici avec les éléments de miroir ou des trucs du genre, mais ici, c'est la première fois que Canon introduit cet élément-là dans les appareils. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et fort probablement que vous allez également retrouver le tout dans le R5 et la suite, si vous voulez. Un autre élément qui est très intéressant également, c'est au niveau des menus. Bien sûr, Canon a conservé ses menus comme on les connaît, mais soit dit en passant, si on appuie sur la touche Info, vous allez voir que ça aide beaucoup à la navigation dans les menus. En fait, ça nous permet rapidement de passer d'un onglet à l'autre. Et c'est la première fois au niveau de la gestion des menus, du moins à ma connaissance, puisque j'arrive du 5D Mark III et que j'ai aussi vérifié du côté du Canon M. Dans le Canon M, on ne le retrouvait pas non plus. C'est la première fois, à ma connaissance, mais peut-être que je fais erreur, vous me le direz, que la touche Info ici nous permet donc, si vous voulez, cette manœuvre-là à l'intérieur des menus. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est extrêmement intéressant et c'est beaucoup plus rapide. Mon 4e conseil, c'est quelque chose à désactiver assez rapidement, si vous voulez. J'étais très surpris, si vous voulez, là j'avais passé au travers, et j'étais très surpris de constater à un moment donné comment ma batterie, si vous voulez, se déchargeait plus rapidement, surtout que ce sont des batteries qui sont mastodontes, si vous voulez. On est habitué, et j'étais habitué avec le 5D Mark III à quelque chose qui... J'avais une bonne durée de vie pendant plusieurs jours. Or, avec le EOS R, il y avait beau y avoir le viseur électronique, mais disons que ça diminuait énormément. Et je sentais toujours que l'appareil fonctionnait, si vous voulez, ou opérait, puis je sentais que l'objectif était très réactif, même si je ne demandais absolument pas de faire de la mise au point, si vous voulez, sur quelque chose. Alors, je suis allé dans les réglages, et il y a un réglage qui est là, qui vient dire mise au point continue, si vous voulez. Désactiver ça le plus rapidement possible, si vous voulez. Ça
fait que même au repos, ça conserve une réactivité dans l'objectif. Celui cherche toujours à faire la mise au point, même si vous transportez en bandoulière, si vous transportez à l'épaule, si vous faites juste vous promener comme ça. Ça vient donc expliquer ce réglage-là, pourquoi l'objectif est toujours réactif. On enlève ça et il ne faut pas confondre ce réglage-là, si vous voulez, avec la fonction AI cerveau, si vous voulez, qui est donc une mise au point qu'on veut pour un mode très, très, très réactif. Ce n'est pas du tout la même chose. Mon 5e conseil, plus que jamais, c'est important de profiter des menus personnalisés que vous êtes capable d'avoir à la toute fin des menus. Il y a tellement de possibilités avec cet appareil-là. Est-ce que vous voulez faire de la double exposition? Est-ce que vous voulez faire du HDR? Est-ce que vous voulez ci? Est-ce que vous faites de la vidéo? Si vous basculez de la photo à la vidéo, etc., etc., bien, il y a plusieurs choses qui sont à paramétriser. Vous êtes capable d'enregistrer, si vous voulez, ces éléments-là. Je vous en faisais part il y a quelques minutes, mais vous êtes aussi capable de profiter de ces fameux menus-là à la toute fin pour vraiment mettre plus rapidement à votre portée la possibilité d'accéder à des réglages à ce moment-là liés à ce que vous voulez. Je me suis créé 3 menus spécialisés, si vous voulez. Je vous en fais part évidemment à l'écran actuellement, si vous voulez. Un qui est pour certains types de photos à ce moment-là, et je suis donc capable via ces menus-là à accéder rapidement aux paramètres de ces éléments-là. D'autres qui sont liés au réglage de l'appareil en tant que tel, et un 3e menu spécialisé qui, lui, est davantage lié au tournage vidéo. Alors, je profite de ces menus spécialisés-là, et je pense que c'est opportun de se créer des menus qui sont spécialisés parce que, comme je vous dis, c'est un appareil qui met entre vos mains un champ des possibles extraordinaire. Par contre, évidemment, si on veut travailler un peu plus rapidement, ce sont des outils qui sont intéressants à profiter. Une petite astuce encore, juste avant le 6e conseil, le focus picking. Allez activer celui-ci. Le focus picking, c'est quelque chose qui nous aide à pouvoir faire notre mise au point de façon manuelle. Ça nous donne des points de repère dans le viseur ou à l'écran. Et ça vient nous dire à quel endroit à ce moment-là la mise au point se réalise. Plus on s'en va, moins les objectifs ont de points de repère à ce moment-là, des fois pour nous aider à faire la mise au point à une certaine distance. Or, si vous aimez travailler en hyperfocal, si vous avez besoin de ces points de repère-là, si vous voulez, on n'y retrouve plus avec les objectifs. Donc, c'est pour ça que le focus picking devient une aide, si vous voulez, à la mise au point qui est extrêmement intéressante et pertinente. Mon 6e et dernier conseil, si vous voulez, c'est certain que je le disais tout à l'heure qu'au niveau des collimateurs, on est capable de servir des pavés pour les déplacer, mais bien entendu, on a vite compris avec les hybrides que l'écran arrière, il est tactile et c'est de beaucoup, 10 fois, 20 fois, 50 fois plus rapide, évidemment, de toucher dans l'écran où est-ce qu'on veut faire la mise au point. C'est formidable. Et donc, je travaille évidemment au viseur et je suis capable d'indiquer comme cela où est-ce que je veux que la mise au point puisse se faire. Vous êtes capable, et je vous indique à l'écran où aller dans le menu, vous êtes capable de venir déterminer par contre une zone plus précise sur votre écran qui va simuler l'ensemble de votre écran. Et dans mon cas ici, j'ai choisi de dire que toute la section qui est en bas et à droite devient donc un modèle réduit, si vous voulez, de l'ensemble de l'écran. Donc, je n'ai pas à toucher partout dans l'écran pour pouvoir faire la mise au point. Juste dans cette zone-là plus réduite, à ce moment-là, c'est pareil comme si je me déplaçais dans l'ensemble de mon écran. C'est plus ergonomique, c'est plus facile à travailler et à ce moment-là, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut se souvenir, et j'aurais peut-être une petite discussion avec l'ingénieur de Canon là-dessus, c'est que ce qu'il faut se souvenir, c'est une fois qu'on détermine cela, lorsqu'on bascule en mode portrait, c'est que la zone reste la même. Ça veut donc dire qu'elle est rendue ici, dans le haut et à droite. Alors, on est basculé comme ça, et cette zone-là est donc rendue en haut et à droite. C'est logique, je vous dirais, quoique, évidemment, on perd un peu au début, mais une fois qu'on s'habitue, c'est super intéressant. Vous aimez des vidéos qui portent sur de l'équipement photo? Bien, ça tombe bien. J'ai justement une playlist de vidéos à ce sujet-là.